Alors, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, c'est Antoine Allard, Mensan, charentais et agriculteur de profession, notamment spécialisé dans les céréales, qui vient nous présenter sa conférence, justement, dans laquelle il va nous parler de tous les types de céréales, de l'alimentation en général, de leurs valeurs. Et, et voilà. Je te laisse, Antoine, la parole. Bien, bonjour à tous. Alors oui, je suis agriculteur spécialisé en céréales. Je n'ai pas l'impression d'être un grand spécialiste. Disons que je cultive ce qui pousse bien dans la région, ce qui pousse bien autour de chez moi. Voilà, je n'ai pas cherché à me spécialiser particulièrement. Disons que je suis spécialisé dans les cultures, puisque je n'ai pas d'animaux. Mon père a eu de l'élevage sur la ferme, mais quand je suis arrivé il y a 33 ans, je n'ai pas repris l'élevage de porc qu'il y avait. Il y avait eu des vaches quand j'étais tout petit. Les vaches étaient 3 fois plus hautes que moi. Et donc, je n'ai pas repris les animaux. Donc, je ne fais que des productions végétales. Alors, ma conférence, je ne vais pas vous faire une conférence, je ne suis pas un conférencier professionnel, je vais juste vous parler de mon travail, de ce que je fais, de ce que je sais faire chez moi. Je n'ai pas la science infuse, mais je vais vous dire comment les choses se passent chez moi et je vais aussi vous donner mon avis sur ce qui se passe un peu à l'extérieur, avec notamment, par exemple, dans les sujets chauds du moment, petit rassemblement dans les Deux-Sèvres autour des réserves d'eau. Alors, j'ai que 2 documents Word à vous présenter. Le premier, ça va être le plan un peu de ce que je vais vous dire. Alors, est-ce que ça marche le partage d'écran? Oui, voilà, sans doute. Ouais, c'est en train, là. Impeccable. Voilà, vous voyez une feuille A4 avec une liste des différentes productions sur mon exploitation. Et ensuite, j'ai mis les sujets chauds du moment, OGM, glyphosate, réserve d'eau. Ça fait beaucoup de lignes dans les journaux, tous ces trucs-là. Est-ce que ça en mérite autant? Pas forcément. Donc, on évoquera ces sujets-là. Alors, pour avoir la caméra, il faut que je supprime le partage d'écran. Oui, on ne peut pas avoir la caméra et le partage d'écran en même temps. Je ne crois pas, non. Didier? Alors, je coupe le partage d'écran de manière à reprendre la main sur la caméra. Oui. Puisque donc, vous avez vu les différentes cultures que je fais, on va passer en revue chacune des différentes cultures et je vais vous dire comment elles fonctionnent, comment ça pousse et ce qu'on en fait. Donc, première culture bien noble, évidemment, c'est le blé. On consomme tous du blé en France et partout dans le monde. On va dire que c'est la culture noble de mon exploitation, c'est celle qui occupe la plus grande surface. Ce n'est pas forcément celle qui fait le chiffre d'affaires le plus élevé, mais c'est celle qui fait la plus grande surface. Donc, je vous montre de près des petits grains de blé. Voilà, c'est tout bête du blé. Je ne sais pas si on voit oui. les grains de blé à la caméra. Donc, c'est ce qui pousse bien par ici. J'ai 2 sortes de blé sur mon exploitation. Je fais du blé pour faire du pain normal, on va dire. Donc, pour faire du pain, il faut un blé d'une certaine qualité. Vous savez que ce n'est pas la même farine que l'on va utiliser pour faire du pain de mie ou pour faire des biscottes ou pour faire du pain normal ou pour faire du pain pétrisane. Mon boulanger, il appelle son pain pétrisane, là, son bon pain, c'est une farine un peu différente. Donc, chaque variété de blé, chaque façon de cultiver va donner une qualité et des critères techniques de blé différents. On peut avoir des blés très riches en protéines, d'autres plus faibles. On peut avoir des blés… il y a différents critères pour mesurer la qualité d'une farine. Il y a donc le taux de protéines. Il y a le temps de chute de Hackberg. Hackberg, c'est l'inventeur de la méthode. On écrase une certaine quantité de blé, on fait de la farine tout de suite, là, sans la trier, sans la filtrer. On mélange ça avec une certaine quantité d'eau, ça fait de la pâte. Et on prend une tige métallique d'un poids et d'un diamètre bien calibré que l'on pose sur la pâte et on mesure le temps que met la tige à s'enfoncer dans cette petite boule de pâte. Et donc, c'est le temps de chute de Hackberg qui se mesure en secondes, 60, 80, 100, 120, jusqu'à 250 secondes. Et donc ça fait des blés de qualité différente. Et ce qui fait chuter ce chiffre, donc qui fait une pâte moins ferme, c'est quand on ramasse du blé qui est un petit peu germé. S'il pleut beaucoup à la récolte, juste avant la récolte, si le blé commence son processus de germination, ça dégrade beaucoup la qualité du blé.
Donc, je fais du blé tendre ordinaire, on va dire, du blé panifiable qui va faire du pain. L'intégralité du blé que je produis fait du pain, hein, je ne fais aucun blé pour l'alimentation animale. Et je fais aussi un blé tendre qui s'appelle blé de force, qui est un blé très riche en protéines. Un blé normal, c'est 11% de protéines, 11, 11,5, 12. Et le blé de force, c'est 14,5 à 15. Et on va mélanger ce blé à d'autres blés de moins bonne qualité ou pour faire des usages bien particuliers, de manière, pour le client final, à avoir un blé de qualité constante toute l'année. Imaginez chez Lu, quand vous achetez un paquet de petits lus, ils sont emballés dans un plastique bien serré, dans un joli paquet. Vous avez les petites piles de lus, là, il y en a des petits paquets de 8 ou 10, et il y a 4, 5, 6 paquets alignés dans un seul emballage. Et quand vous cuisez cette pâte pour faire les petits lus, imaginez qu'il y a un petit lu qui gonfle 3 mm de plus que les autres. Eh ben, c'est mort, c'est foutu, il ne rentre plus dans le paquet. Donc, vous voyez l'importance de la qualité de la farine et de la caractéristique de la farine. Ce n'est plus une histoire de qualité, c'est une histoire de caractéristique. Il faut que la farine réagisse exactement de la même façon toute l'année. Donc, Lu, c'est un des clients de ma coopérative. Lu a des critères très particuliers pour l'achat du blé. Ça, c'est un critère technologique sur la qualité de la farine. Et on a aussi des critères de qualité, qualité sanitaire. Pour certains usages, il y a des exigences bien plus élevées, notamment pour tout ce qui va faire de l'alimentation pour les enfants, l'alimentation pour les petits pots. Voilà, les petits pots de bébé jusqu'à 8 mois, 10 mois, 12 mois, je ne sais plus à quel âge on donne des petits pots aux bébés. Hein, mes filles sont grandes, j'ai oublié. Mais là, il y a des exigences au niveau résidus de produits phytosanitaires qui sont hyper strictes. Alors, ce n'est pas forcément du bio, mais on a certains produits interdits et d'autres produits qui sont mesurés très précisément de manière à ne pas dépasser certaines teneurs. Alors, vous pouvez me dire, on n'a qu'à donner du bio aux enfants, pas de problème, et ce sera bien meilleur. Ah ben, ce n'est pas forcément mieux, parce que dans du bio, on ne met donc pas de fongicides au printemps sur les cultures de blé avec chaleur et humidité. Eh ben, qu'est-ce qui aime bien la chaleur et l'humidité? Ce sont les champignons. Et donc, vous avez des champignons qui se développent sur les feuilles du blé et ça remonte jusque dans les grains. Ces champignons, ce sont l'oïdium, la septoriose, rouille brune, rouille jaune, helminthosporiose sur l'orge. Et donc, dans une culture traditionnelle où on cède un peu de chimie, eh bien, on met des fongicides, des produits qui vont lutter contre ces champignons. On met un fongicide, des fois 2, des fois 3 si vraiment le temps est très humide. Et si on ne met pas ces fongicides en bio, on ne risque pas d'avoir les résidus de produits chimiques dans la culture. Par contre, on a des mycotoxines qui sont dans les grains. Et en fonction de l'année, si on a fait 0 fongicide, on peut avoir des grains qui sont déclassés, qui peuvent même être interdits en consommation humaine parce qu'ils ont trop de mycotoxines. Donc là, il faut choisir ou 0 phyto et risque mycotoxine. Mycotoxine, il y a des gens qui en meurent. Hein. Dans les années 50, il y avait eu un grand problème, je ne sais plus, dans une petite ville de l'Est de la France, là où il y a plusieurs personnes qui étaient mortes à cause d'un pain qui avait été fait avec du blé qui avait plein de mycotoxines. Donc, on jongle entre l'un ou l'autre. Alors, mon exploitation est certifiée HVE parce que depuis des années, je fais beaucoup d'efforts pour limiter l'usage de la chimie. Je fais des formations très souvent avec d'autres agriculteurs, avec des gens qui viennent d'ailleurs en France, avec des gens qui travaillent en bio, parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre de gens qui travaillent différemment. Donc, excuse-moi Antoine, que signifie HVE, s'il te plaît? Pardon, oui. Ce n'est pas encore entré dans les mœurs chez tous les consommateurs. Haute valeur environnementale. D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec bio et il y a une deuxième appellation, il y a bio et il y a tout un tas d'appellations. Il y a ouais. un label rouge, c'est une appellation qui est à peu près connue. Tu as le bio, tu as le HVE, tu as culture raisonnée contrôlée, CRC. Voilà, c'était ça. Ouais. Voilà, il y a tout un tas d'appellations qui correspondent à des… Il y a le zéro résidu de pesticides. On trouve ça maintenant sur certains emballages. Il y a tout un tas d'appellations. Il y en a qui sont simplement demandées et promotionnées par des acheteurs, que sont les grandes surfaces, hein, les groupes Casino, Intermarché et compagnie. Et il y a d'autres de ces appellations qui sont des choses réglementées par l'État. Donc, le bio en est une.
où là, on a des contrôles et il faut, pour être homologué bio, passer par un organisme certifié selon certains critères. On a des critères français et il y a des critères européens. C'est pour ça que vous voyez la plupart du temps sur les produits bio les deux logos. Vous avez le logo bio français, je ne sais plus à quoi il ressemble juste, et le logo bio européen, c'est une petite feuille verte. Et les normes ne sont pas tout à fait les mêmes. Globalement, le bio français est un petit peu plus exigeant que le bio européen. Et quelle est la différence entre bio et zéro résidu de pesticides? Eh bien, zéro résidu, ça veut dire qu'on ne peut pas en mesurer à la récolte. Quand on analyse un grain et qu'on cherche un produit chimique, à force de chercher, on va forcément trouver. Et donc, cette norme zéro résidu de pesticides, ce n'est pas zéro, c'est simplement moins d'un certain seuil, moins d'un certain seuil de mesure. Si on cherche avec une grande précision, on va forcément en trouver, même dans toutes les productions bio, puisque de toute façon, les champs bio, ils sont au milieu de la nature, ils ont tout le tour des champs qui ne sont pas bio, ils ont des routes avec des résidus d'hydrocarbures et de caoutchouc et de plein de cochonneries qui volent dans l'atmosphère. Donc, de toute façon, rien n'est 100% bio. Tout est affaire de normes. À quel niveau on met la limite qu'il ne faut pas dépasser? Un truc tout bête, la norme garantie sans OGM. Quand vous voyez sur un emballage sans OGM, il y a toujours une petite astérix selon la norme en vigueur. Bon, ben, la norme en vigueur en Europe, c'est 0,9%. S'il y a moins de 0,9, on estime qu'il n'y en a pas. On a le droit de l'appeler sans OGM. Et pour cette norme zéro résidu de pesticides, je ne sais pas quelle est la norme en microgrammes par kilo de résidus chimiques, mais il y a forcément un seuil. Donc ça ne veut pas dire zéro, mais ça veut simplement dire qu'il y en a très peu. Alors je reviens sur le HVE. HVE, Excusez. Peut-être vous allez en parler plus tard, mais au cas où, vous avez parlé des fongicides. Est-ce que dans la culture bio, on admet certains fongicides permis pour la culture bio? On pourrait poser la même question pour les pesticides, les herbicides, mais vous allez sans doute en parler plus tard aussi. Là, on peut attendre. Mais... Oui, non, je peux répondre tout de suite à la question. Bio, ça signifie sans produits chimiques de synthèse. Donc, on peut, sur une culture homologuée bio, épandre des produits qui ne seront pas considérés pesticides, puisque ce n'est pas de la chimie de synthèse, mais ce sont quand même des produits de traitement. J'en mets, j'en utilise. Je pulvérise sur mon blé de la poussière d'algues. L'algue, c'est tout bête, hein, les algues qu'on ramasse au bord de la mer, bon, ben voilà, je mets de l'algue. Je mets aussi du sucre, 100 grammes de sucre hectare, parce que le sucre est un stimulateur de défense naturelle. Bon, ben voilà le genre de traitement qu'on peut faire sur une culture bio. Et alors, des produits de ce genre-là, ça se développe. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans ce sens-là, justement pour arriver à réduire l'usage de la chimie. Et donc, il y a des produits de traitement qui ne sont pas des produits chimiques. Et alors, pour faire le lien avec le HVE, haute valeur environnementale, pour être homologué haute valeur environnementale, c'est l'intégralité de l'exploitation que l'on va ausculter. On va regarder la quantité de produits chimiques utilisés. Donc, on va mesurer ça en équivalent traitement pleine dose par hectare. L'IFT, indice de fréquence de traitement. Si vous faites un traitement à la pleine dose, la dose homologuée, IFT 1. Si vous faites deux traitements avec chacun des deux à demi-dose, IFT 1. Voilà, donc moi, j'arrive à un IFT herbicide, par exemple, sur l'ensemble de mes cultures, à 1,15, 1,25 suivant les années. C'est-à-dire que je désherbe souvent plus qu'une fois mes champs. Je mets 2, 3, des fois 4 produits différents, mais à des doses très faibles. Si la dose homologuée est de 0,5 litres, je peux passer à 0,15, 0,2. En associant ce produit-là à d'autres petits produits. Par exemple, je mets un additif qui s'appelle le Silhouette L77. C'est un peu de latex dedans. Le latex, qu'est-ce que c'est? C'est un produit naturel. Le latex va permettre à la goutte que je pulvérise de s'étaler énormément sur le végétal. Si on met une goutte et qu'elle s'étale énormément, eh bien, on peut mettre moins de gouttes, puisque comme la goutte va s'étaler, il va y avoir une grande surface d'absorption par le végétal, et donc on peut se permettre de baisser les doses. Donc, dans les différentes formations que je fais avec d'autres agriculteurs et avec des gens qui essayent, il y a des gens pour lesquels c'est le métier de tester plein de trucs, j'apprends beaucoup de petits trucs comme ça. Donc, HVE, on a passé en revue tous mes traitements chimiques. Je suis en dessous d'un certain seuil. On a passé en revue mon équilibre azoté, c'est-à-dire que la quantité d'engrais azoté, qui est de l'engrais chimique, la quantité d'engrais azoté que j'achète
par rapport aux tonnes que je produis, tonnes de blé, de maïs, de colza, de tout ce qu'on veut, de tournesol. Et si je suis dans un certain ratio d'efficacité, ça aide à avoir le logo HVE. Mais le logo HVE va aussi ausculter les longueurs de haies que j'ai dans mes champs, que j'ai autour de mes champs. Combien j'ai de champs bordés par une haie, combien j'ai de sites non traités, non cultivés, de prairies naturelles ou de champs laissés en jachère pour favoriser une biodiversité locale. Donc, il y a différents critères qui rentrent comme ça dans les calculs et ça m'a permis d'être homologué HVE depuis 3 ans. Alors là, je vous ai parlé de la façon dont je suis HVE en culture céréalière. On entend beaucoup parler du logo HVE en production viticole. Et en production viticole, le HVE, pour l'instant, je vais me faire taper dessus, mais ce n'est pas grave, c'est la stricte vérité. Le logo HVE ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a différentes façons d'être homologué HVE. Il y a ou celle dont je vous ai décrit la façon pour mes céréales, mais en vigne, en secteur viticole, il y a une autre façon d'être certifié HVE, c'est que tout simplement, il ne faut pas que les intrants, c'est-à-dire les achats d'engrais, de produits phytosanitaires, dépassent un certain pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Alors, je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais si vous faites un chiffre d'affaires de 100 et que vous dépensez 40 en intrants, ah, vous n'êtes pas HVE. Si vous dépensez 38, ah, vous êtes juste sous la norme, ouais, c'est bon, vous êtes HVE. Et alors, comme en cognac, c'est surtout le secteur que je connais en Charente, là, le Bordelais ou ailleurs, je connais moins. En cognac, le cognac marche depuis 10 ans à fond. Il y a des cours de cognac très élevés. Et donc, le chiffre d'affaires à l'hectare étant très élevé, pour être HVE, ce n'est pas compliqué. Parce que même si on vend le cognac plus cher, on ne va pas mettre plus d'intrants, on ne va pas mettre plus d'engrais et plus de produits chimiques. Eh bien, il est beaucoup plus facile de respecter le ratio avec un prix de vente bien plus élevé. Donc en vigne, c'est quelque chose qui est en train d'être réétudié. Il y a un nouveau logo HVE qui devrait sortir prochainement. Mais pour l'instant, quand vous voyez HVE sur une bouteille de vin, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire que l'agriculteur s'est intéressé un peu à compter réellement ce qu'il met dans son champ. Mais ça ne veut pas dire qu'il en met moins que les voisins. Alors, je vous ai parlé du HVE. Je reviens sur mes cultures. Sauf s'il y a des questions particulières. Oui, oui, Antoine, merci. Oui, question? Oui, oui. Non, il n'y a pas de question. Non, je disais oui, tu peux revenir sur ton… D'accord. Donc, je vous ai parlé du blé. Voilà les différentes qualités de blé que je fais. Ensuite, je vais vous parler, on va rester dans les céréales. Je change d'assiette. Donc, le blé, 100% du blé que je fais est pour la consommation humaine. Et consommation humaine uniquement sud-ouest de la France. Je suis adhérent d'une petite coopérative qui rayonne sur le quart du département. L'intégralité des clients sont dans le sud-ouest. Je n'ai aucun grain de blé qui part au port de La Rochelle. Et vous connaissez peut-être la marque C'est qui le patron? C'est qui le patron existe pour les yaourts déjà depuis un certain temps. On a du beurre C'est qui le patron. Et il y a aussi de la farine C'est qui le patron. Avez-vous vu des pochons de farine rouge, pochons de 1 kg? Est-ce que ça dit quelque chose à certains? Non? Bon, quand vous regarderez dans vos rayons de farine, dans vos grandes surfaces, si vous trouvez de la C'est qui le patron, on est 25 agriculteurs adhérents de ma coopérative à Mansle, donc le milieu du Nord-Charente, en gros. On est 25 agriculteurs à être les fournisseurs exclusifs de la farine C'est qui le patron. Donc, C'est qui le patron, c'est 100% charentais. Allez, on passe à l'orge. Alors, je n'ai pas d'orge en ce moment, j'en ai fait il y a quelques années. Je vais ne parler que des produits que je fais chez moi. Je ne vous parlerai pas de colza, par exemple, alors qu'il s'en fait pas mal autour. Donc, je vous montre quelques grains d'orge. Alors, mes grains d'orge, ils ne sont pas trop beaux parce que ça fait un moment qu'ils étaient dans un bocal. Il y a eu quelques charançons dans le bocal qui ont fait des trous dans les grains. Enfin bon, voilà des grains d'orge. C'est plus clair que le blé, c'est un peu pointu. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'orge? Bon, le l'orge, principal débouché, c'est l'alimentation animale. On fait de la farine pour nourrir des cochons. Donc, mon orge sert à faire de la viande. Deuxième utilisation, la malterie, pour faire de la bière. Alors, ça me plaît de faire de l'orge pour faire de la bière. Ça me plaît moins de faire de l'orge pour faire de la viande. On parlera de consommation de viande plus tard. Je ne suis pas du tout un gros mangeur de viande. Et donc, je préfère que mon orge fasse de la bière. La bière, on se fait plaisir au moins. Et puis, si on veut manger sainement, on mange moins de viande et on se porte tout aussi bien.
Et on exporte énormément d'orge. Oui, si j'en fais plus aussi depuis quelques années, ça fait bien 3 ans, 4 ans que je n'ai pas fait d'orge. La France exporte 80% de l'orge qu'elle produit, principalement dans d'autres pays européens. Mais bon, donc c'est pas très glorieux de faire de l'orge parce que vaudrait mieux faire des produits dont on a besoin en France. Bon, ça c'est plus politique que technique comme avis, mais bon. Voilà ce que j'ai à vous dire sur l'orge, pas grand-chose parce que c'est pas un produit que je fais très souvent et ça m'emballe pas. Ensuite, je vais vous parler du maïs. Alors le maïs est nettement plus intéressant parce que là, il y a une foule de débouchés. Alors le maïs, vous savez tous à quoi ressemble un grain de maïs. Voilà, c'est jaune, hein, c'est dur, ça fait du bruit. Et le maïs va nous permettre de parler des débouchés du maïs, et puis pourquoi pas parler d'OGM, parler de réserve d'eau. Alors je suis dans un secteur en Charente où les terres sont peu profondes. Il faut de l'eau pour faire du maïs. Ou alors ce sont les terres de vallée. En vallée de Charente, c'est la Charente qui traverse mon département. Et là, dans les terres très profondes, des terres de marais, là, on peut faire du maïs sans arroser. Mais dans toutes les autres parcelles, dans 90% des parcelles de mon exploitation, il faut pouvoir arroser pour faire du maïs. Alors, on parlera des réserves d'eau plus tard. Qu'est-ce qu'on fait du maïs? Eh bien, le maïs, l'utilisation principale, c'est alimentation animale, ou la plante entière, que l'on ramasse verte, avant que les grains de maïs soient secs. Les grains de maïs sont encore en lait. Et c'est ce qu'on appelle couramment l'ensilage, des machines qui coupent la plante entière, qui broient ça en petits morceaux, et on stocke ça dans des tas à l'abri de l'oxygène pour pas que ça fermente, des gros tas avec une bâche noire dessus. Vous avez vu ça dans les campagnes. Ou alors des silos verticaux, mais ça, c'est très peu développé chez nous. C'est beaucoup plus utilisé aux Amériques. Les Canadiens qui sont là, qui nous regardent, ont certainement vu ça. On voit beaucoup de silos Harvestor, des silos bleu foncé aux États-Unis et au Canada certainement aussi. Oui. Donc, pour garder cette plante entière sans qu'elle fermente, même si elle est humide. Donc, c'est le plus gros usage du maïs. Mais le maïs a aussi tout un tas d'autres usages. Avec du maïs, on fait de l'amidon. Le maïs est riche en amidon. Et donc, l'amidon sert à faire de la papeterie, sert à faire des tas de produits chimiques, peinture, colle, en tout genre. La pharmacie, on utilise beaucoup en pharmacie. Dans toutes les choses, les plats cuisinés que vous achetez, les conserves de fruits, des confiseries, vous voyez souvent amidon. Ben, si ce n'est pas précisé, c'est très souvent de l'amidon de maïs. On en met dans du pain aussi. On met de l'amidon dans de la bière en brasserie. Et ça, c'est un usage. Et donc, l'usage chimique du maïs, papeterie et industrie chimique globalement, pour tous les produits chimiques, ça se développe énormément. Et pour remplacer du pétrole. Vous avez certainement entendu parler de maïs, de plastique biodégradable. On fait ça pour les sacs d'emballage pour faire les courses au supermarché, des plastiques très très fins, biodégradables. Eh ben, c'est de l'amidon de maïs. Alors, ça ne permet pas de remplacer complètement le pétrole, mais une bonne part quand même. On fait aussi, là je n'en fais pas, du maïs doux que l'on peut manger directement en grains, du popcorn. On fait de la semoule avec du maïs, donc alimentation humaine complètement. Et puis on fait aussi du gin, mais bon, pas beaucoup en France. Et puis le gin, c'est pas bon, il vaut mieux boire du cognac. Le maïs occupe le tiers de mon exploitation à peu près. En gros, j'ai un tiers blé, un gros tiers blé, un petit tiers maïs, et le tiers restant réparti dans plusieurs cultures, tournesol, lin, pois chiches, lentilles. Alors, est-ce qu'on parle réserve d'eau? Puisque je fais du maïs et le maïs que je fais, ben, je l'arrose. Alors, petite question sur le maïs. Est-ce que c'est consommé beaucoup en Europe autrement que sous forme de semoule, c'est-à-dire directement les pis ou les grains du maïs par les humains? Ou est-ce Non, que c'est dans les habitudes, au moins en non, France en tout cas? c'est pas dans nos habitudes beaucoup en France. OK. Aux États-Unis, vous mangez beaucoup plus. Aux États-Unis, je dis les États-Unis parce que c'est un pays que je Oui. connais, j'y ai vécu pendant un an, mais on mange du maïs doux, beaucoup plus. Au Mexique, on fait beaucoup de farine de maïs. Mhm.
et pas de farine de blé, c'est dans certains pays une base de l'alimentation humaine, alors que chez nous, en France, non, c'est plutôt alimentation animale ou industrie chimique. Les usages que l'on fait en alimentation humaine, bon, ben, c'est juste de l'amidon qui sert pour faire des conserves dans les confitures ou les gâteaux, mais c'est très peu développé. C'est d'origine amérindienne, de l'Amérique du Nord jusqu'à presque la Terre de Feu. Les Amérindiens ont cultivé beaucoup pour leur propre consommation, puis ensuite, c'est passé à l'Europe. Donc, OK. Ici, souvent, au moment de la récolte, on a une activité sociale, une épluchette, on appelle ça ici une épluchette de blé d'Inde, c'est le nom que les Québécois donnent au maïs quelquefois. Donc, on a le maïs en épis, on se réunit en groupe à l'extérieur et on le déballe, on le fait cuire. Voilà, c'était pour la petite histoire. Je vous laisse continuer. Nous, on le mange quand même, Antoine, le maïs. Moi, j'en achète régulièrement, tu sais, en boîte. Du maïs en boîte qu'on mange volontiers froid en vinaigrette, par contre, dans des salades. Du maïs doux, oui, mais c'est Oui. très, très, très peu par rapport à la production globale de maïs en France. Ah oui, d'accord, Ouais, ok. c'est 1%, quoi, peut-être un truc comme ça. Mais c'est vrai que le maïs chaud, comme ils le mangent à l'américaine, effectivement, ça se fait pas trop en France. C'est pas dans notre tradition culinaire. C'est une tradition d'Amérique centrale, hein. Le maïs est une plante tropicale. C'est pour ça que le maïs a besoin d'eau. Oui, c'est ça. D'où les gros soucis actuellement avec les pros et les anti-cultures de maïs en France qui demandent énormément d'eau. Et À une ben voilà, période où on est en réserve d'eau. sécheresse. Alors, on parle de réserve en ce moment dans les Deux-Sèvres, là, ça chauffe beaucoup en ce moment même. Même les Iroquois qui occupaient le territoire à peu près de Montréal à l'époque cultivaient le maïs aussi avant de. Oui, en tout cas, voilà, je laisse continuer. Ah oui, c'est une plante très très ancienne. On a retrouvé des traces de culture de maïs très anciennes. Il me semble même plus ancien que le blé. C'est l'orge. L'orge est une céréale très très ancienne. Le blé, on a trouvé c'est un peu plus récent, mais l'orge et le maïs sont des cultures qu'on a trouvées il y a 12 ou 15 000 ans. On ne voit plus que la moitié de ton visage, Antoine. Ah oui, pardon, la caméra a été tournée pour voir le maïs. Voilà, super. Très bien. Bon, faut que je regarde la caméra, il ne faut pas que je regarde mon écran pour que vous voyez en face. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de l'eau? Bon, alors je fais du maïs parce qu'il y a un besoin en France, parce que l'Europe est déficitaire en maïs. On importe du maïs en Europe. Et donc, j'ai tendance à vouloir produire ce dont on manque. Le maïs a besoin d'eau en été. Le maïs a plutôt moins besoin d'eau que le blé. Pour faire 1 kilo de maïs, il faut moins d'eau que pour faire 1 kilo de blé. Mais pas de chance, le maïs a besoin d'eau quand il fait chaud, puisque c'est une plante tropicale. Et chez nous, quand il fait chaud, c'est en été et il ne pleut pas beaucoup. Donc, là où les sols sont peu profonds, eh ben, on crée des systèmes d'arrosage. En Charente, nous avons 2 grands barrages sur le fleuve Charente qui sécurisent énormément mon alimentation. Toute la moitié nord de la Charente, ce qui est au nord d'Angoulême, est réalimentée par ces 2 barrages qui cumulent 25 millions de mètres cubes. Donc, c'est une chance d'avoir fait ces barrages, l'un il y a 35 ans et l'autre il y a un petit peu plus de 20 ans. Donc, ce sont des barrages qui retiennent l'eau au fil de l'eau. Ils se remplissent en hiver sans avoir besoin de pomper l'eau nulle part ailleurs. Et en été, ils sont là pour soutenir le débit qui permet l'arrosage d'une part et tout simplement un débit minimum à l'entrée d'Angoulême pour l'alimentation en eau potable de toutes les collectivités qui dépendent du cours d'eau. Autre solution pour avoir de l'eau pour arroser du maïs, eh bien, c'est de faire une réserve artificielle complètement étanche. On fait un trou dans lequel on met une bâche en caoutchouc, et puis on pompe l'eau en hiver quand il y en a beaucoup, on remplit. Et puis en été, on ne pompe plus dans le milieu, on laisse les rivières tranquilles qui sont déjà bien basses très souvent quand il fait bien sec, et on a notre eau qui est là disponible parce qu'on l'a pompée en hiver. Donc, en ce moment, les grosses manifs contre les réserves d'eau, qu'est-ce qu'elles disent? Ah ben oui, mais si vous pompez de l'eau en hiver, vous pompez de l'eau qui ne va pas recharger les nappes souterraines, et cette eau va manquer en été. Alors, c'est vrai. Ce que l'on prend en hiver, globalement, ça va diminuer un petit peu la recharge hivernale des nappes, mais ça en fera un peu moins en été. Mais ce que l'on pompe en hiver, c'est 1, 2 ou 3% de l'eau qui tombe du ciel. Est-ce que les 1% ou 2% éventuellement de moins en été, ça va avoir une grosse importance par rapport au fait qu'en été, on va pomper 0 dans le milieu naturel. On va ne dépendre que des réserves. Donc, à mon avis, se priver de réserves d'eau, c'est un luxe dont on ne pourra pas se passer dans les décennies à venir,
parce que la planète se réchauffant, il y a des périodes humides, des périodes sèches, plus sèches. On le voit de plus en plus, et dans 20 ans ou 30 ans, on aura de façon indispensable besoin de réserves d'eau. On n'aura plus assez d'eau du ciel parce que l'eau sera trop concentrée dans des périodes qui feront des inondations et d'autres périodes 3 mois sans une goutte. Ça, c'est vu. L'été 2022, ici, 0 pluie du ciel du 20 juin au 12 septembre. Alors, il est tombé quelques gouttes, une fois 2 mm, une autre fois 1 mm. Mais quand il tombe 1 ou 2 ou 3 mm le 15 août et qu'il fait 35 degrés dehors, ces 3 mm, ils servent à strictement rien. Ils sont évaporés immédiatement. Donc, je crois que les réserves d'eau sont indispensables. 2011 était une année très sèche en France, particulièrement en Poitou-Charentes. En 2011, c'était très dur. Donc, moi, j'ai produit très peu. J'ai eu les plus mauvais rendements de ma carrière. J'avais terminé de ramasser le blé le 5 juin, alors que d'habitude, on termine le 10 ou le 15 juillet. J'ai fait 3,5 tonnes de maïs hectare, alors que d'habitude, on en fait 10. Mais les plus à plaindre, ce sont les éleveurs. Parce que les éleveurs, ils ont leur outil de travail, c'est un outil vivant. Il faut nourrir les bestioles, quel que soit le temps. Et donc, l'été 2011, on a importé de la luzerne d'Andalousie, en Espagne. Pourquoi ils avaient plein de luzerne là-bas? Parce que là-bas, ils se sont organisés depuis des décennies à faire des réserves d'eau, parce que c'est un endroit super sec. Chez nous, ce n'est pas trop sec. On a un pays plutôt riche en eau, donc finalement, faire des réserves, ça passe pour être un luxe en ce moment. Mais bientôt, ce ne sera plus un luxe, ce sera indispensable, je pense. Donc, cette guéguerre d'écolo bourgeois bohème est complètement déconnectée de la réalité. Et là, je regrette que nous, agriculteurs, on ne sait pas présenter le problème. Et je le dis en réunion de paysans, la réserve, elle n'est pas là pour assurer un revenu à un agriculteur. Le revenu d'un agriculteur, ou même de 10 ou de 100 paysans, on s'en fout. Si ces 10 ou 100 agriculteurs mettent la clé sous la porte et se retrouvent au chômage, ça ne va pas métamorphoser l'économie de la France si on a 100 chômeurs de plus. Par contre, ces réserves d'eau, elles font à manger. Sur chacun de mes hectares, je produis de quoi nourrir 22 personnes. J'avais fait le calcul il y a quelques années. Bon, si je ne produis plus rien, je suis au chômage, ce n'est pas grave. Vos impôts vont me payer mon chômage. Par contre, 100 hectares fois 22 personnes, je nourris 2200 personnes. Si je ne produis plus rien, il faudra bien trouver à manger quelque part un jour. Donc, voilà mon avis sur ces réserves d'eau. Des réactions, posez vos questions, faites vos remarques. Les écolos purs et durs, allez-y, parlez, contredisez-moi. Ouais, si je peux me permettre. Non, moi, j'ai tendance à être d'accord avec ce que vous dites, Antoine. Et d'ailleurs, c'est une chose qui me choque dans les médias lorsqu'on rapporte des sécheresses ou des inondations et des pertes agricoles. Les journalistes, du moins ici, ont tendance à mettre l'accent sur les pertes économiques des agriculteurs. Il faudra les dédommager, blablabla. Mais on parle très, très peu de l'enjeu de la sécurité alimentaire à long terme. De temps en temps, on en glisse un petit mot. Mais il me semble aussi que c'est comme si on est dans une société, du moins, je dirais au Québec minimalement, qui est un peu comme aveugle à ce risque à long terme posé par la sécurité alimentaire qui va devenir de plus en plus important avec le réchauffement climatique. Et voilà, donc c'est comme si on parle la plupart du temps du secteur agricole comme un secteur économique parmi d'autres. Vous y avez fait allusion. Si les agriculteurs sont au chômage, ça ne va pas foutre l'économie à terre. Mais par contre, si on n'a plus rien à manger, c'est la pérennité de la civilisation qui est menacée. Hein. Oui, et on a entendu parler un petit peu du travail des agriculteurs. Au moment du confinement, le 17 mars 2020, toute l'économie française au moins s'arrêtait. Les seuls qui continuaient à bosser, c'était les agriculteurs, les médecins, les infirmières, les ramasseurs de poubelles, je crois aussi. Voilà, quelques-uns ont été cités comme ça. Ah ouais, super, les agriculteurs continuent à travailler. Non, non, vous avez le droit de sortir de chez vous pour travailler. Tous les autres, enfermez-vous. D'un seul coup, on était devenu important. Et en 2020, il y a eu un développement des ventes de produits bio fin 2020, quand ça s'est relâché un petit peu, que les gens ont pu sortir un peu de chez eux. Il y a eu un engouement pour les productions locales, pas forcément bio, pour les marchés. Ça s'est développé énormément parce que tout le monde se rendait bien compte que
Ben, la nourriture, c'est quand même le premier besoin essentiel, bien plus essentiel que d'aller chez le cordonnier pour faire réparer ses chaussures finalement, puisqu'on ne fait même plus réparer les chaussures, on achète du jetable et on les change très souvent. Mais on avait une grosse importance. Et puis, au fil des années, eh ben, cet engouement pour la production agricole locale importante pour se nourrir eh ben, est parti, ce qui fait que le marché du bio se casse la figure toute l'année 2022. Le marché du bio s'est énormément cassé la figure parce que maintenant, c'est l'argent qui compte. On est moins riche, donc on achète des produits pas chers, même s'ils viennent de l'autre bout de la planète, c'est pas grave. Il y en a plein qui viennent du bout de la planète. Bon, c'est l'économie qui fonctionne. Et si on vend plus de produits locaux, c'est pas grave. Mais attendons la prochaine crise. Il y aura peut-être un prochain coronavirus. De nouveau, reconsidérer que la production de denrées alimentaires locales est importante. Il y a juste un dernier commentaire rapidement aussi. Dans des documentaires qu'on voit parfois sur l'histoire des différentes civilisations, mais c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire que des civilisations se sont effondrées parce que les productions agricoles n'étaient plus là. Je pense simplement ici en Amérique, on parle des Mayas qui ont abandonné leur grande cité avec les pyramides à la suite de périodes de sécheresse. Et puis, bon, je pense qu'ils avaient aussi réduit la diversité de leur production agricole, donc plus petite diversité, plus grande vulnérabilité au changement climatique. Et donc, ils n'arrivaient plus à faire pousser suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. Et à la longue, ça les a amenés à abandonner leur cité pour aller vivre ailleurs. Et à l'échelle planétaire, si on se retrouve avec le même problème dans 50 ans, 100 ans en raison des changements climatiques, là, par contre, nous n'aurons nulle part où aller. Et c'est ça. Donc, pour moi, c'est une grande préoccupation, la sécurité alimentaire à long terme. En gros, c'est ce que je voulais dire. Oui, je vais enchaîner, je vais continuer à parler de sécurité alimentaire et de besoins alimentaires. Ces réserves d'eau, c'est donc pour assurer une production. Et je vais vous ouvrir un deuxième document. Excuse-moi Antoine, on avait Thibaut qui avait une question. Oui. Alors, j'avais une question concernant les bassines. Je voulais savoir s'il n'y avait pas des pertes importantes dues à l'évaporation de l'eau, parce que si j'ai bien compris, donc on pompe dans les nappes phréatiques en hiver. Donc l'eau est entreposée à la surface, en surface, sans bâche au-dessus de l'eau, et donc on a de l'évaporation qui doit se produire en été dans les saisons sèches, j'imagine. Ou est-ce que c'est négligeable? Il y a une évaporation, mais elle est négligeable par rapport à la quantité d'eau produite. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est de l'ordre de 2, 3, 5% maximum. D'accord, ok. Et bien. quand on est dans l'évaporation, on lit aussi dans les journaux qui veulent taper sur l'irrigation. Et en Charente, c'est arrivé quelquefois quand il y a eu des moments très tendus avec le débit du fleuve Charente qui était très faible. On lit des gens qui écrivent dans des journaux arrosé en plein été, en pleine chaleur, ça fait 20, 30, 40% d'eau qui s'évapore dans le soleil avant même de toucher le sol. Oui, on arrose, l'eau sort du canon, puis elle met 3, 4, 5 secondes avant d'arriver au sol. Ce sont des chiffres totalement aberrants. Pour que de l'eau s'évapore, il faut qu'elle soit plus chaude que l'air. Une eau froide ne s'évapore pas. Elle s'évapore parce que le soleil chauffe, et une fois que l'eau est chaude, plus chaude que la température de l'air, c'est là où elle tient en suspension dans l'air, que ça augmente l'humidité de l'air ambiant. Quand on arrose avec des canalisations d'eau qui sont enterrées dans le sol, l'eau est froide, elle est à la température du sol. L'eau arrive au bout du canon, elle sort du canon, elle est à 12, 15 degrés. Dehors, il fait 30, 35 degrés en plein soleil, bon, peu importe la température. L'eau est à 30 ou 35 degrés. L'eau est à 12 ou 15 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que de l'eau à 12 degrés va s'évaporer d'un seul coup, là, en l'espace de 2 secondes, quand le soleil est là? Ben non, l'eau, elle arrive au sol. Allez, elle a gagné 2 degrés pendant son parcours de 2-3 secondes dans le ciel. Donc, elle ne va absolument pas s'évaporer tant qu'elle est en l'air. Elle va tomber sur le sol. Après, avant qu'elle s'infiltre dans le sol, effectivement, là, cette humidité va rester en surface du sol un certain temps. Là, elle peut chauffer un peu. Il peut y avoir une petite évaporation, notamment ce qui tombe sur les feuilles. Qui est en l'air, ça va chauffer plus vite. Mais franchement, insignifiant. Donc, dire que 30% de l'eau qui sort du canon s'évapore, c'est ridicule. C'est même pire que ça. L'eau qui sort du canon étant nettement plus froide que l'air ambiant,
vous avez une condensation de l'humidité de l'air qui va se déposer sur les gouttes d'eau qui sortent du canon, ce qui fait que la goutte d'eau qui arrive au sol sera plus lourde que celle qui est sortie du canon. Enfin bon, ça c'est vrai, mais c'est insignifiant. La seule évaporation qu'il peut y avoir, c'est quand elle est au sol avant de s'infiltrer dans le sol. Donc, il ne faut pas dire que l'eau s'évapore quand on arrose. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas là le problème. D'accord. Alors, plusieurs questions, excuse-moi Antoine, encore. On a eu des questions dans le chat. Donc, quelqu'un qui a dû partir, mais qui a posé la question. On entend souvent que les agriculteurs ont du mal à vivre de leur travail. Est-ce que vous considérez, arrivez-vous à bien vivre du vôtre? Et on entend aussi que les grandes surfaces exploitent les agriculteurs en imposant des prix bas. Quels devraient être les circuits de distribution selon vous? Des circuits courts ou des circuits locaux Alors, est-ce que je vis bien de mon travail? Tout dépend des exigences. J'ai une sœur qui doit bien gagner 5 ou 10 fois plus que moi. Elle parle souvent d'argent. Elle n'en a jamais assez. Et puis moi, je trouve que j'en ai assez. Il suffit de faire coller les dépenses aux recettes et finalement, je suis riche, puisque mes dépenses sont équivalentes à mon revenu. Donc, je suis suffisamment riche pour alimenter mes dépenses. Alors, je ne suis pas pauvre, non. Je dirais que par rapport à la moyenne des agriculteurs, comment je suis peut-être moyen. Oui, il y en a qui gagnent plus que moi, il y en a qui gagnent moins. Je pense être moyen, mais je m'en fiche de savoir si je suis riche ou pas riche. Je gagne suffisamment pour faire vivre ma famille, pour payer les études de mes enfants et pour être heureux. Je n'ai pas besoin d'aller au ski à Megève tous les ans, ça ne m'intéresse pas. Je suis plus intéressé pour aller me promener au bord de l'eau, là, sur le bord de la Charente, ça me va très bien. Je n'ai pas de grosses exigences, donc je gagne largement assez. Mais c'est vrai que si je voulais rouler systématiquement en Tesla S, moi qui suis très écolo, qui roule en voiture électrique depuis longtemps, je pourrais rouler en Tesla, mettre 120 000 euros dans une voiture. Non, là, ça me ferait mal. Et puis non, je n'ai pas d'argent pour mettre 120 000 euros dans une voiture, mais j'en ai pas besoin, je m'en fiche. Donc non, je ne suis pas pauvre. Il y a des agriculteurs, notamment des éleveurs, qui sont dans des secteurs beaucoup plus compliqués économiquement, qui ont des marges très réduites. Je pense à des éleveurs et des producteurs de lait, et qui surtout, eux, ont un travail obligatoire toute l'année. Dès l'instant où on a des animaux, il faut s'en occuper, quel que soit ce que produisent ces animaux, quel que soit le chiffre d'affaires que l'on fait en vendant la production de ces animaux, il faut être là pour les nourrir et les alimenter tout le temps. Donc là, ce n'est pas forcément un revenu plus faible, mais c'est des conditions de travail plus exigeantes et plus strictes que les miennes. Moi, je travaille avec des plantes. Ma plante, si je la laisse le soir, je reviens la voir le lendemain matin, elle n'a pas beaucoup changé en une nuit. Un animal, il peut se passer des choses en une nuit. Donc, il faut y être et il faut surveiller nettement plus. On avait une remarque d'Anne aussi de Belgique qui disait que chez eux en Belgique, ils peuvent à titre privé avoir des cuves d'eau de pluie et que cette eau est utilisée pour les toilettes, les machines à laver, le jardin, etc., ce qui permet de diminuer la consommation d'eau potable. Et elle s'interroge sur le fait que cette pratique ne soit pas plus utilisée en Europe. Elle n'est pas très utilisée en Europe. Alors, ça n'a rien à voir avec l'eau pour l'arrosage. Les quantités d'eau sont absolument pas comparables. Mais ce n'est pas très utilisé chez nous parce qu'on est un pays riche. On est un pays riche en eau. On a plein d'eau. Est-ce que ça arrive souvent que quand vous ouvrez le robinet chez vous, il n'y a pas d'eau qui coule? Mais c'est quasiment jamais. C'est exceptionnel et on en entend parler dans la presse. C'est vraiment exceptionnel que ça arrive en France. On est riche. Alors, pourquoi s'embêter à stocker de l'eau de pluie? Mais il faudrait peut-être ne pas attendre justement d'en arriver là et anticiper un minimum. Et ben voilà. C'est aussi pour ça que des agriculteurs font des réserves d'eau. Ce serait bien de prévoir un climat qui se dérègle. En 2050, je serai à la retraite déjà depuis un certain temps, je ne serai plus agriculteur, mais ça se passera de façon beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Il y avait une question concernant les circuits courts, circuits longs. Oui, de vente des productions. On a besoin des deux. Circuit court, c'est très bien si on peut se le permettre. Si on habite en campagne, qu'on a des producteurs pas très loin de chez soi, ou qu'on a une épicerie pas très loin où il y a plusieurs producteurs qui viennent amener leur production, que ce soit des productions animales ou végétales, c'est très bien. Mais ça n'alimentera jamais Paris, Bordeaux, Marseille, Brest, Nice, etc. Dès l'instant où une ville dépasse
15 000 habitants, on est à 100% dépendant forcément d'une distribution, d'une grande distribution organisée avec des très gros volumes. Donc la grande distribution, hélas, on en a besoin, parce que la grande distribution, elle est, du point de vue logistique, très efficace. Avoir les points de distribution, comment on appelle ça, les centres de distribution des grandes surfaces, mince, je cherche le nom, il y a un nom spécifique pour ça, les bases logistiques. Il y a une base logistique Lidl et une Intermarché juste à côté de chez moi, où vous avez les différents producteurs de pâtes, de machines à laver, de DVD, de n'importe quoi qui viennent livrer dans cette base de distribution. Et puis de là, ensuite, repartent des camions, un camion qui a dedans une palette de nouilles, une palette de jus de tomate, une palette de bouteilles de vin, une palette de magnétoscope, une palette de je ne sais quoi, et va alimenter les magasins. Voilà le principe de la grande distribution. Mais ça, c'est très efficace du point de vue dépenses énergétiques. Et vous, quand vous allez dans la grande surface, dans un seul magasin, vous trouvez tout. Si vous êtes obligé de prendre votre voiture ou votre vélo, mais dans le vélo, vous irez moins loin, pour aller faire le tour de 15 boutiques différentes toutes les semaines pour acheter tous les différents produits dont vous avez besoin, vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie. C'est jouable à une petite échelle si vous êtes en campagne, mais les citadins ne peuvent pas du tout se permettre ce luxe-là. Donc, on a besoin de la grande distribution. Ou alors, il faut supprimer toutes les grandes villes, 10 000 habitants maximum. Et ça, c'est un langage, ce n'est pas moi qui l'invente, là, c'est cette remarque concernant la taille des villes, c'est Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si vous le connaissez, un économiste, scientifique économiste, ce n'est pas un militant politique du tout, mais lui, il ne voit les chiffres. Et il dit bien que toutes les villes de plus de 10 ou 15 000 habitants sont à 100% dépendants de la grande distribution et de la bagnole et du pétrole. Merci. Alors, j'avance, je reviens à mes cultures. Allez, bon. On n'a passé que 3 en revue pour l'instant. Hein. Il y en a d'autres. Allez, on a passé en revue les céréales. On va parler des oléagineux. Oléagineux. Ah non, voilà, oui, quand on parlait d'indépendance alimentaire, j'avais un petit truc que je voulais vous montrer en partage d'écran. Oui, c'était tout à fait le moment, là. Alors, j'ouvre le document et je clique sur partage d'écran. Clic. Partager. Non, alors, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon petit tableau, là, avec des chiffres. Impeccable. Donc, vous avez un siècle, 1920-2020. Je me suis intéressé qu'à la France. Hein. J'aurais pu faire l'Europe, mais bon, la France. Les chiffres sont plus faciles à trouver. Population française fois 1,75 en un siècle. Population active agricole. Les gens qui travaillent. Est-ce que vous m'entendez là? Mon ordinateur vient de me dire que j'avais une connexion Internet instable. Impeccable, on t'entend très bien et on voit très bien. Bon, d'accord. Population active agricole. Les gens qui travaillent dans les champs. 14 millions en 1920. 700 730. Il y a eu un recensement tout juste là en 2020. Et ces 700 730 sont sur un petit peu plus de 400 000 exploitations différentes. Donc, la quantité d'actifs agricoles a été divisée par 20 pour une population 1,75 fois plus grande, c'est-à-dire que chacun de mes collègues agriculteurs doit nourrir 35 fois plus de personnes. Ensuite, deuxième aspect, viande par habitant. 1920, 42 kg, 2020 fois 2. Alors, il y a eu un maximum en 2002, attendez, j'avais le chiffre, le maximum était en 2002. On consommait 90 kg de viande par an. Et puis, ça a descendu jusqu'à 2013. Depuis 2013, c'est à peu près stable, ça oscille autour de 84-85 kg par an. Ça fait 230 grammes par jour. Chaque citoyen consomme 2 fois plus. Chaque agriculteur doit déjà nourrir 35 fois plus de personnes. Ça veut dire que chaque paysan qui bosse en France doit faire 70 fois plus de viande aujourd'hui qu'il y a un siècle. Imaginez les gains de productivité qu'il faut pour arriver à ça. Alors, ces gains de productivité, on les a eus
grâce aux machines et au pétrole. Ce n'est pas compliqué. Le pétrole qui nous a permis de faire tourner des tracteurs. Et donc, un paysan, maintenant, quand il conduit un tracteur, va 100 fois plus vite qu'un paysan qui bêche à la main. Et puis, le pétrole nous a aussi permis de faire de l'engrais, les engrais azotés, qui permet de récupérer maintenant, de récolter dans ma région, en gros, c'est entre 6,5 tonnes et 7 tonnes de blé par hectare. Dans les meilleurs coins de France, on est à 12 tonnes de blé par hectare. Il y a un siècle, si on ramassait 1 tonne, c'était très bien. Donc ça, c'est le pétrole. Et on est en train de réaliser que faut apprendre à se passer du pétrole en moins, et chaque gramme de pétrole que l'on brûle nous dégage du CO2 et nous réchauffe l'atmosphère. Donc, comment faire? Bon, ça, c'est plus trop de l'agriculture, c'est de l'environnement dans sa globalité, mais on n'y arrivera pas. Hein. Je ne vois pas l'avenir très, très positivement. Il faudrait déjà pas mal diminuer ce chiffre-là, la consommation de 230 grammes de viande par habitant et par jour. C'est beaucoup trop élevé. Je mange à titre personnel depuis une quinzaine d'années par jour. Et je m'en porte très bien. Ça a Donc, coupé, si vous Antoine. voulez, Antoine, ça a coupé. Tu manges à titre personnel? je mange à titre personnel 50 grammes de viande par jour. D'accord. Et je pense être en bonne santé. Donc, Oui. si vous voulez un avenir un peu moins risqué, faut commencer par réduire la consommation de viande. On ne sera pas obligé de faire autant de maïs et peut-être qu'on sera moins obligé de faire de réserve d'eau. Bon, voilà pour ma petite grille. Je supprime le partage d'écran. Zut, comment on fait? Comment on supprime le... Ah oui, arrêtez le partage. Voilà. Et on va parler d'oléagineux, de tournesol. Je fais du tournesol sur mon exploitation et mon père avait commencé à faire du tournesol, je me souviens, c'était au tout début des années 80. Quand on a réussi à faire des tournesols hybrides, c'est-à-dire des tournesols, des graines de semences qui sont issues d'un croisement d'une plante mâle et d'une plante femelle. C'est l'effet, je ne suis pas généticien, mais bon, c'est l'effet hétérosis, je crois que ça s'appelle comme ça. Quand on a deux plantes de deux génétiques différentes et qu'on les croise, l'enfant qui en ressort est beaucoup plus dynamique et pousse plus vite. C'est pour ça que nous aussi, les humains, quand on entend parler de consanguinité dans des îles reculées, les gens sont un peu dégénérés intellectuellement parce qu'il n'y a pas de gènes extérieurs qui arrivent. Et plus on se mélange, plus on grandit, plus on est intelligent, paraît-il. Alors, mon tournesol, à quoi il ressemble? Voilà des grains de tournesol. C'est noir. Il y a une coque assez rigide. À l'intérieur, il y a une amande riche en huile. Et donc, je cultive ce tournesol pour faire de l'huile. Et ça, c'est de l'alimentation presque à 100% humaine. On a un petit peu d'usage industriel d'huile de tournesol, mais très, très peu. C'est principalement alimentation humaine, donc de l'huile dans les bouteilles d'huile que vous achetez ou de l'huile qui viennent dans les plats cuisinés. Alors, quand vous achetez des plats cuisinés, vérifiez dedans l'huile qui est à l'intérieur pour que ce ne soit pas de l'huile de palme. Parce que le palmier à huile, c'est une huile de bonne qualité alimentaire, sauf que ça fait des ravages sur les forêts dans certains pays. Et donc préférez plutôt de l'huile de tournesol française ou au moins européenne. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec le tournesol? On nourrit des oiseaux. Oui, j'ai fait du tournesol strié pendant 2 années, qui partait en Belgique d'ailleurs. L'acheteur était belge. Les oiseaux d'ornement, les pigeons, je ne sais pas, les perruches, aiment le tournesol avec des petites rayures blanches dessus. Et donc pendant 2 ans, j'ai fait du tournesol strié, qui était beaucoup moins dense que le tournesol normal. Quand on moissonne, oulala, la trémie se remplit très vite. Ah oui, mais le grain ne pèse rien du tout. Et j'ai arrêté parce que je me suis dit que nourrir des oiseaux d'ornement, ça ne me plaisait pas. Je préfère nourrir les hommes. Des questions sur le tournesol? Alors, ensuite, après le tournesol, donc mon père a commencé à faire du tournesol il y a plus de 40 ans et j'ai toujours fait du tournesol. Et je ne fais pas de colza. Mon père faisait du colza
quand j'étais tout petit, je me souviens, et quand le tournesol est arrivé, il s'est mis à faire du tournesol, il n'a plus jamais fait de colza. Et depuis que je suis paysan, ça fait 33 ans, j'ai fait une seule année du colza, et j'ai dit jamais, plus jamais. Au nord de la Loire, dans le nord de la France, là où il fait un peu moins chaud au printemps, c'est bon. Mais vers chez moi, il y a beaucoup trop d'insectes qui ravagent le colza. Il faut trop d'insecticides. Et pulvériser des insecticides au printemps, quand vous avez plein de fleurs un peu partout, les fleurs de colza, mais aussi les fleurs de pois, les fleurs de lin, eh ben, ça ne fait pas de bien aux insectes et on va mourir dû au manque d'insectes qui vont, s'ils ne sont plus là, déjà, il y a beaucoup d'animaux, d'autres animaux qui disparaissent. Et puis surtout, les insectes sont super utiles pour polliniser tous les végétaux. Donc, je ne fais pas de colza. Je fais du tournesol et je fais du lin. Alors, voici des graines de lin. Je ne sais pas ce qu'on peut voir à la caméra. C'est tout petit, du lin. C'est léger. C'est beau dans les champs. Au printemps, ça fait des fleurs bleues. On voit bien, hein, Antoine, on voit bien quand tu montres. Bon, d'accord, je ne sais pas, parce que la mise au point de la caméra, si je mets trop près, ça reste un peu flou, je trouve. Enfin, bref. Avec du lin, on fait plein de choses avec du lin. Eh bien, on fait l'usage industriel de la peinture avec l'huile du lin. On écrase le lin et ça fait une huile qui a plein de propriétés différentes. On fait de la peinture, on fait de l'encre, on fait du savon, on fait des traitements de bois, on fait des plastiques un peu particuliers. Le linoléum, le lino, c'est une marque, je crois que c'est un nom propre. Eh bien, pourquoi ça s'appelle linoléum? Parce que c'est fait avec de l'huile de lin à la base. Thibaut a une question, Antoine. Oui. Oui, alors je ne sais pas, peut-être que la question va être répondue très rapidement. Est-ce qu'on utilise les mêmes variétés de lin pour fabriquer donc les produits alimentaires ou l'huile de lin et le tissu? Parce qu'on tire un tissu du lin, enfin c'est une fibre. Oui, alors c'est vrai que je vous ai parlé de graines de lin, parce que vers chez moi, Poitou-Charentes, donc le centre-ouest de la France, zone plutôt chaude et sèche en été, on ne fait que du lin. Le lin qui se fait, c'est uniquement pour la graine. On ne fait pas de lin fibre. Le lin fibre, on en fait beaucoup en France, mais c'est au nord de la France, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud en été, et il faut qu'il fasse humide, il faut qu'il y ait des pluies de temps en temps en été. Et c'est dû à un problème de conditions ou ce sont des variétés différentes? Alors, ce sont des variétés différentes qui sont adaptées à chaque secteur géographique, mais c'est surtout des conditions météo. D'accord. Le lin fibre, on le fauche, je ne sais pas quand, fin juin, début juillet à peu près, hein, et on le laisse sur le sol pour qu'il y ait une opération de rouissage, on appelle ça. Il faut que le lin s'humidifie et sèche et se remouille et ressèche et se remouille et se ressèche. Ça ne fait je ne sais pas quoi chimiquement dans la paille de lin, mais c'est ce qui permet de faire une fibre de bonne qualité qui fait ensuite du tissu ou des cordages avec les fibres. Et vers chez moi, les pailles de lin, on n'en fait rien du tout. Elles sont broyées, sauf éventuellement du paillage pour mettre au pied des massifs de fleurs ou des plantations d'arbres. Donc, les maraîchers et les jardiniers utilisent de la paille de lin pour mettre au pied de leurs plantations. Mais on n'utilise pas du tout la fibre vers chez moi. C'est pour ça que je ne vous parle que de graines. Nord de la France. Voilà, culture de lin, c'est le nord de la France. D'accord. La France. Après le lin, on en fait à plein d'autres endroits. Alors, les gros producteurs de lin dans le monde, au monde, j'ai regardé tout juste là, c'est le Canada, le Kazakhstan, la Chine, la Pologne. Donc, vous voyez plutôt des endroits où il fait plus froid que la Charente. Puisque la plus grosse partie du lin qui se fait, c'est pour la fibre. La partie lin graine est beaucoup moins, ça concerne beaucoup moins de surface. Et on nourrit les animaux aussi avec le lin, avec la graine. Pas que les humains. Alors, on trouve aussi du lin dans la pâtisserie, dans du pain. Ouais. Vous avez peut-être trouvé des fois acheter du pain avec des graines de lin. Je me fais du pain. Quand je fais mon pain, je mets des graines de lin dedans. Et ça me plaît bien, moi, de mettre ma récolte, ce que je pioche dans la trémie de la moissonneuse, directement dans la cuisine. Ça, c'est idéal. Après le lin, je vais vous parler de luzerne. Alors, la luzerne, pour vous, si je vous dis luzerne, ça représente quoi? Qu'est-ce que c'est? Une idée? Pour moi, c'est pour nourrir les bœufs, tout ce qui est animaux d'élevage. Non, c'est pas utilisé dans l'alimentation animale.
Voilà, nourrir les ruminants. Les ruminants. Les ruminants qui ont un estomac très sophistiqué, ils peuvent digérer des plantes très riches en fibres. Donc, les vaches, c'est le super ruminant, la chèvre a un bon estomac aussi. Je cultive de la luzerne, sauf que moi, je ne cultive pas de la luzerne pour ramasser la plante entière en fourrage, parce que je n'ai pas d'animaux. Il y a bien quelques élevages autour de moi, je pourrais cultiver de la luzerne et la vendre sur pied, mais ce n'est pas le but du jeu. Enfin, si je vends la luzerne entière, j'exporte de la matière organique de mes sols. Alors, un éleveur qui cultive de la luzerne, il la ramasse, il nourrit ses animaux, et puis il va réétaler dans ses champs les déjections animales, du fumier. Donc, il ramène de la matière organique dans ses champs. Moi, je ne suis pas éleveur. Et donc, la luzerne que je fais, c'est uniquement pour la graine. Je fais de la graine de luzerne qui est vendue ensuite aux éleveurs pour qu'eux sèment de la luzerne fourragère. Excuse-moi, Antoine, Daniel a une question. Vas-y, Daniel. Oui, merci Agnès. De mon côté, il me semble que j'ai déjà mangé de la luzerne dans de la salade, donc pour les humains. Et quand j'étais plus jeune, ma mère faisait germer de la luzerne à la maison, puis c'était comme des petites tiges délicates avec des petites feuilles. Puis il me semble qu'il y avait comme un petit bout qui était brun. Je ne sais pas si c'était les graines. Alors, je ne savais pas que ça se faisait avec de la luzerne. On mange différents produits germés. Pourquoi pas de la luzerne? Donc, ce n'est pas la plante de luzerne avec la tige, parce que ça, c'est beaucoup trop ligneux, on ne pourrait pas le digérer. Par contre, de la luzerne germée, comme on mange du soja germé, qu'est-ce qu'on mange d'autre? Qu'est-ce qu'on trouve d'autre tout fait? Il y a d'autres trucs, il me semble. Les jeunes pousses de bambou, aussi, on mange, paraît-il. Oui. Mais pourquoi pas de la luzerne? Je n'ai jamais essayé, ça donne l'idée. Non, je ne savais pas que ça se faisait. Donc, moi, la graine de luzerne que je fais, ben, la voilà. C'est tout petit, c'est très fin de la graine de luzerne. Chaque grain est aussi petit qu'une tête d'épingle, mais une tête d'épingle sans la petite boule en plastique, hein. Juste la petite épingle 100% métallique. Donc, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Et alors, pour récolter ça avec une moissonneuse, c'est vraiment galère, hein. Parce que comme c'est tout petit, ben, c'est très difficile à trier. Il faut arriver à enlever quand on moissonne de la luzerne qui est sèche, que l'on a fauché avant de la moissonner pour qu'elle soit complètement sèche. Eh ben, dès l'instant où la récolte passe dans la moissonneuse batteuse, ça fait de la poussière, ça fait des petites miettes. Et les petites miettes, eh ben, elles finissent par être aussi grosses que les graines. Il faut arriver à séparer ça dans la moissonneuse. Donc, ces petites miettes, elles sont légères. On met de la ventilation pour souffler suffisamment fort pour enlever les poussières, mais il ne faut pas emmener en même temps les graines de luzerne. Donc, la récolte, c'est à 3 km/h, très lentement, pour que les grilles de la moissonneuse ne soient pas surchargées. C'est un peu galère à ramasser. Mais c'est une plante très intéressante parce que ça enrichit le sol en azote. La luzerne est une plante légumineuse qui a la faculté de capter l'azote de l'air. Donc, on n'apporte pas d'azote issu principalement du pétrole, du gaz, plus exactement. On n'apporte pas d'azote sur la luzerne puisque la luzerne s'auto-alimente en azote et elle enrichit progressivement le sol en azote. Et donc, la luzerne, en plus, est une plante pérenne qui passe l'hiver. On la sème une fois pour 2, 3, 4, 5 ans. 5 ans maximum. Après, la production diminue, c'est moins intéressant. Mais couramment, 3 ans. Donc, ça, c'est très intéressant. On sème une plante et on a fait le travail pour 3 ans. Je rêve que les biologistes ne trouvent un jour du blé pérenne, du blé qui ne meurt pas quand le grain est sec. Comme du régras, l'herbe de votre pelouse, elle ne meurt pas. Elle passe l'hiver, ça gèle, et repousse au printemps suivant. Je rêve qu'on arrive à nous faire du blé pareil. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas réussi. Et peut-être que les biologistes, les chimistes ne cherchent pas trop parce que ça voudrait dire qu'ils ne pourraient plus vendre de semences après. Bon, enfin bref, la luzerne est une plante intéressante parce qu'elle enrichit le sol en azote et aussi elle nettoie le terrain. C'est-à-dire qu'elle couvre parfaitement bien le terrain et elle arrive à étouffer certaines mauvaises herbes qu'on a du mal à détruire dans d'autres cultures, et notamment le chardon. Le chardon, c'est une herbe vivace qui se développe. Quand vous coupez un chardon, il en repousse 3 à la fois, à la place. On peut le détruire avec des produits chimiques, des désherbants, mais la luzerne, pour ça, est relativement efficace. Donc, quand on détruit une luzerne et qu'on met du blé l'année suivante, eh bien, on met moitié moins d'azote sur le blé au lieu de mettre, pas moitié, mais un bon tiers en moins. Au lieu de mettre 200 kg d'azote sur un blé derrière une luzerne, on va mettre 120 kg seulement. Et on retrouve cet effet 2 ans après, on retrouve encore l'effet.
3 ans, non, plus tellement, mais pendant 2 ans au moins, on retrouve l'effet surplus d'azote dans le sol. Par contre, inconvénient de la luzerne semence, dans ma région, exactement comme pour le colza, c'est une plante qui est beaucoup appréciée de certains insectes. Et donc, au mois de juin, au mois de juillet, il y a des insecticides qui sont conseillés sur la luzerne quand elle est en fleurs. Et moi, je ne les fais pas, ces insecticides. Et donc, je ramasse jamais plus de 250-300 kilos de graines par hectare. Alors que ceux qui cultivent ça de façon intensive, eh ben, ils arrivent à 600-800 kilos hectare. Mais, Pardon, excuse-moi Antoine, Thibaut a une question. oui. Excusez-moi, là, on parlait donc de la luzerne pour pouvoir enrichir les sols, vu que c'est une légumineuse. Ça signifie aussi que dans l'agriculture moderne, il y a toujours l'aspect rotation des sols, c'est toujours pratiqué. J'ai l'impression que ça avait un peu disparu, étant donné que, vu qu'on a des engrais chimiques, on peut nourrir en azote les cultures. Donc il y a toujours cet aspect, on change le type de culture pour ne pas appauvrir les sols d'une année sur l'autre. Oui, forcément, on fait des rotations. Il y a quelques exceptions. Je vous ai parlé en tout début de mon homologation, de ma certification HVE. L'aspect rotation intervient énormément pour pouvoir baisser l'usage de la chimie. Si on met toujours une même culture au même endroit, on va forcément développer des herbes qui vont résister aux différents produits chimiques qu'on va utiliser pour désherber, puisqu'il va y avoir une accoutumance des mauvaises herbes. On va développer certains champignons aussi. Et donc, globalement, tous les agriculteurs font des rotations plus ou moins longues. On peut tourner sur 3 ans, on peut tourner sur 10 ans, suivant le nombre de cultures différentes que l'on fait. La seule culture qui se supporte très bien à elle-même, sur elle-même, année après année, pendant 30 ans de suite, c'est le maïs. Et j'avais, parce que depuis 10 ans, ils sont en reconversion prairie pour favoriser les nichés de houtards de cannepetière, et on m'aide pour ça. Mais j'ai des champs en vallée de Charente où je fais du maïs sans arroser, des terres profondes, des terres qui sont inondées tous les hivers dès que la Charente déborde, elle inonde les champs. Et donc, c'est des endroits où il y a 2 ou 3 ou 5 mètres de terre en dessous. Et dans ces champs-là, eh ben, moi, j'ai arrêté d'y faire du maïs il y a 10 ans, mais il y avait du maïs depuis 40 ans. Mon père a toujours fait du maïs là-bas. Depuis qu'il est agriculteur en 1959, il a toujours fait du maïs là-bas. Il avait quelques vaches, mais il n'emmenait pas ses vaches là-bas parce que c'était à 5 km de l'exploitation. Et donc, lui a toujours mis du maïs. Et le maïs est une plante formidable. C'est une plante très solide qui ne craint aucun champignon, qui craint pratiquement aucun insecte, sauf le diabrotica, ce qu'on appelle aussi chrysomèle, la chrysomèle du maïs. C'est quelque chose qui nous vient d'Europe de l'Est un peu. Donc là, ça crée, il y en a pas mal dans l'Est de la France et ça vient un peu dans les Landes. Chez moi, pas trop, mais ça vient. Et donc là, il faut faire des rotations obligatoires. Mais ça, c'est un problème récent. Diabrotica, ça fait 15-20 ans que c'est arrivé en Europe. Mon père n'a jamais connu ça, lui, du temps où il était agriculteur. Et donc, le seul problème du maïs, si on fait du maïs tous les ans, c'est le désherbage. Si on désherbe avec des produits chimiques, forcément que les mauvaises herbes, elles s'habituent. Elles s'habituent à digérer les produits chimiques. Donc, il faut changer les molécules. Mais le maïs étant une plante que l'on sème en sillon, il est très facile de la désherber mécaniquement, en grattant la terre entre les rangs de maïs, avec une bineuse. Et donc, j'utilise de la chimie et j'utilise aussi une bineuse pour désherber mon maïs, mon tournesol, mon pois chiche. Et oui, j'ai du tournesol, pois chiche et le maïs que je désherbe assez souvent avec une bineuse. Mais je ne suis pas en bio, je n'ai pas interdiction d'utiliser de la chimie, donc j'utilise un maximum d'outils mécaniques, mais je garde la chimie en secours. Il y a certains moments, zut, si je n'utilise pas la chimie, c'est aussi possible, les bios le font. Sauf que moi, dans mon cas, ça va me baisser la production de 20 ou 30 ou 40%. Donc, des fois, l'aide de la chimie est bien utile, au moins pour le désherbage. Donc, rotation, oui, la luzerne aide bien. Rotation type sur 7-8 ans, 3 ans de luzerne, et puis blé, et puis pois, et puis de nouveau blé, et puis tournesol, de nouveau blé, et puis 2 années de maïs, puisque le maïs se supporte bien lui-même, et puis tournesol, et puis pourquoi pas, on revient à la luzerne. Voilà une rotation type de mon exploitation. Non, Woodstock, chut, il y a Woodstock là qui voudrait parler lui aussi, mais il n'a rien à dire.
Donc voilà pour ce qui est des rotations. Donc je fais de la luzerne, mais je suis très embêté parce qu'elle ne me rapporte pas grand-chose. C'est juste un intérêt agronomique pour les cultures suivantes, mais je ne gagne pas grand-chose parce qu'il faudrait mettre plus d'insecticides. Et moi, mettre des insectes, quand je vois des abeilles qui bourdonnent partout, je ne peux pas. Tant qu'on était dans les plantes riches en protéines, la luzerne est riche en protéines, eh ben, je vais vous parler du pois. Alors, je fais du pois. Je vous montre mon pois. Vous connaissez tous le pois. Vous achetez du pois, vous en mangez. Vous connaissez tous le pois. Et voilà le pois que je récolte. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Entendez le bruit qu'il fait déjà dans l'assiette quand il tombe. Et puis, il est dur. Hein. Si je le croque, je ne me casse pas une dent, mais il est dur. Hein. Qu'est-ce qui vous inspire, mon pois, par rapport au pois que vous connaissez? Il est plus petit? Peut-être un peu plus petit, ça c'est variable suivant les années, oui. Non, il n'y a pas autre chose plus flagrant que la taille? Plus dur, plus dur. Plus dur, oui, La voilà, couleur, ça, c'est des choses. La couleur, ouais. Et il y a la dureté et je ne sais pas, la couleur, et la non? couleur. Ben oui, le pois que vous achetez, le petit pois que vous achetez en boîte, il est vert et il est tout mou. Et pourquoi il est vert et il est mou? Il est vert et il est mou tout simplement parce qu'il n'est pas mûr. Les petits pois de conserve que l'on mange, et j'en mange aussi de temps en temps, pas souvent, eh ben, c'est du pois qui est ramassé avant maturité. On le ramasse quand il est dans ses gousses encore. Il est tout mou, il a passé le stade laiteux, mais il n'a pas commencé à sécher, et donc il est vert. Et ça se fait pas mal dans le sud-ouest de la France. Il faut les usines capables de traiter ces graines immédiatement après la récolte. C'est pour ça que la production de boîtes de pois, ou de pois, il peut être surgelé aussi, ça se fait près des usines, et il y a Limagrin, et il y a Daucy, et il y a je ne sais plus quoi, qui ont des usines implantées dans le sud-ouest, là dans les Landes, il y en a quelques-uns, pour faire du pois à alimentation humaine. Moi, je fais du pois, c'est exactement le même genre de pois, il ressemble exactement pareil au pois de conserve que vous mangez, sauf que le mien, je le laisse mûrir, et je le ramasse que quand les grains sont parfaitement secs, comme les grains de blé. Donc, quand il sèche, eh ben, il durcit et il devient jaune. Donc, ce n'est pas du pois fait pour l'alimentation humaine. Alors, mon pois, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il est tout aussi riche en protéines que le pois que vous mangez en boîte de conserve, sauf qu'il va servir à faire de la farine pour nourrir des animaux, principalement des porcs et des bovins. Le pois est riche en protéines et il va remplacer avantageusement le tourteau de soja qu'on a tendance à beaucoup importer en Europe. Le soja est une graine oléagineuse avec laquelle on fait de l'huile. On en fait un peu en France, mais pas beaucoup. Il s'en fait beaucoup aux États-Unis. Et quand on récolte le soja, on l'écrase, on récupère l'huile et il reste une matière sèche qui correspond à 15% du poids de ce qu'on a récolté. Cette matière sèche s'appelle le tourteau et cette matière sèche est très riche en protéines. Et les éleveurs achètent beaucoup de tourteaux de soja en Europe. On importe du tourteau de soja venant d'Amérique du Nord ou du Sud. Sachant que le soja est en gros à 70% OGM dans le monde, bon, il n'y a pas beaucoup de soja non d'OGM disponible ou garanti non d'OGM. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on remplace tout ce tourteau de soja importé par du pois protéagineux, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on le ramasse uniquement pour sa qualité, pour sa teneur en protéines, pour nourrir les animaux. Mais le tourteau de soja arrive pas cher chez nous, vraiment pas cher, pas assez cher, malgré le coût du transport à travers l'Atlantique. Et ce qui fait que produire du pois, comme je fais en France, ça ne rapporte pas beaucoup. Mais c'est une légumineuse qui n'a pas besoin d'azote, parce qu'elle capte l'azote de l'air et ça enrichit le sol en azote, et le blé ou le maïs que l'on sème derrière a besoin de moins d'azote. Donc, c'est pour ça que c'est une plante qui m'intéresse. Et puis, avant d'attendre que le pois soit sec et jaune, je vais dans mes champs et je me mets à quatre pattes et je ramasse des gousses de petits pois et j'écosse mes petits pois et je mange mes petits pois. Mais qu'est-ce que c'est galère à écosser et à ramasser. C'est tellement plus simple d'acheter une boîte. Voilà pour le pois.
Autre famille de protéagineux, le pois chiche. Et là, ça fait guère que 3 ans, 4 ans que je fais du pois chiche. Et bien, le pois chiche, ça, c'est alimentation humaine directe. Ce qui est dans la moissonneuse-batteuse, dans la trémie de la moissonneuse, je pioche dedans, pouf, direct dans la casserole. Alors, voilà à quoi ressemble mon pois chiche. Ce sont des grains relativement irréguliers, parfaitement secs, tout aussi durs que mon pois protéagineux. Et le pois chiche, je ne sais pas si vous en mangez, vous le mettez à tremper la veille dans une casserole toute une nuit, le lendemain à cuire gentiment, et ben, c'est très bon. Et c'est très riche en protéines, et il vaut mieux manger ça plutôt que de manger du steak haché qui a consommé 3 protéines végétales pour faire une protéine animale. Ça va encore dans le sens réduction de la consommation d'énergie et de pétrole global. Plus on mangera de protéines végétales, moins on aura besoin de viande, et plus facilement on pourra se passer du pétrole en engrais et du pétrole dans les tracteurs pour faire des grosses productions de maïs, pour faire de la viande de cochon et de bœuf. Donc, mangez du pois chiche. Mais quand vous mangez du pois chiche, regardez bien d'où il vient, celui que vous trouvez. Parce qu'hélas, dans les hauts champs du secteur, près de chez moi, au champ d'Angoulême et au champ de Cognac, il y a du pois chiche en vrac. Très bien, chacun vient avec son petit pochon ou prend le petit pochon du magasin, mais écrit tout en bas petit, pois chiche, provenance extérieure Union européenne. Et puis à côté de ça, ma coopérative me dit « Oh, surface de pois chiche, le marché est tout petit, il ne faut pas en faire trop. Hein. » Ben oui, mais c'est vous, les clients, qui décidez de ce qu'on peut produire en France. Si le client achète que des choses importées, ben, ce qu'on produit en France, qui va peut-être être un petit peu plus cher à produire, parce qu'on a un niveau de vie supérieur au Brésil ou à je ne sais quel autre pays, eh bien, si on achète sans regarder la provenance, eh bien, hélas, on ne dépend finalement que de fournitures extérieures. Et le jour où on n'aura plus de pétrole pour mettre dans les supertankers qui ramènent des containers ou des bateaux qui ramènent des denrées en vrac, pois chiches et tourteaux de soja, ben le jour où le pétrole sera trop cher, mince, on ne saura plus en faire chez nous. Donc, regardez les étiquettes de ce que vous consommez. Exigez une production française. Et même, encore mieux, quelque chose qui vienne de votre département, mais au moins français. Et si ce n'est pas aux Français, que ce soit européen, mais surtout pas non européen. Voilà pour mon pois chiche. Est-ce que j'ai passé en revue toutes mes graines? Non, il reste lentilles. Et voilà, dans les graines riches en protéines, eh ben, j'ai fait aussi de la lentille. Une seule année qui était très mauvaise, c'était ma récolte 2021. J'en ai pas refait en 2022 et j'en ai pas de prévu en 2023 non plus. Donc, c'est de la lentille corail. Il y a différentes sortes de lentilles, lentilles vertes, lentilles corail. Alors, on l'appelle lentille corail, là, elle est marron. Sauf que si on la concasse et qu'on enlève l'écorce, l'amande à l'intérieur est vraiment orange. C'est pour ça qu'on l'appelle lentille corail. Et bien ça, pareil, c'est une autre plante qui n'a pas besoin d'azote, qui capte l'azote de l'air, qui enrichit le sol en azote, et production locale. Quand vous achetez des lentilles, achetez des lentilles françaises. Puis quand vous achetez du riz aussi, exigez du riz de Camargue. Il n'y a peut-être pas assez de production en Camargue pour alimenter toute la France, mais quand il n'y aura plus de riz de Camargue dans le rayon, vous acheterez du riz d'ailleurs. Mais tant qu'il y a du riz français, achetez du riz français. Voilà, on a passé à peu près en revue toutes mes productions. Oui, oui, tout y est. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Question naïve, parce que j'y connais vraiment pas grand-chose. Vous parliez de teneur en protéines et de remplacement de la viande par des protéines végétales. Vous semblez y en avoir plus dans les oléagineux, si je ne me trompe pas. Ça prend quelle sorte de... Comment dirais-je? Ça prend combien de... La question est trop générale, je ne sais pas comment le formuler. Une portion de viande, ça prend pour un volume de viande, la quantité en protéines que ça prend quelle sorte de volume disons, d'oléagineux, par exemple, pour atteindre la même quantité de protéines, parce que bien sûr, on évoque beaucoup la teneur en protéines pour justifier la consommation de viande. Donc, Ben, j'ai été surpris il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié le chiffre, mais j'ai cherché la teneur en protéines de la viande de porc, de la viande de bovin.
je pensais que c'était 70% et qu'il y avait 20% de gras, en gros, dans le bovin qui est plus gras que le poulet, par exemple. Ben non, teneur en protéines du bovin, je ne sais plus le chiffre, mais c'est quoi, 20, 25%? Oh là là. Ça. Alors que la teneur de lentilles, c'est 16 ou 18%, je ne sais plus. Le pois chiche, c'est un peu plus, c'est 20, 22. Et il y a certains végétaux qui arrivent, j'ai appris ça tout récemment, je ne sais plus quelle plante c'est, qui arrivent à 60% de teneur en protéines. Donc, la consommation de viande, si on consomme de la viande, ce n'est pas parce que, beaucoup en France, en Europe, ce n'est pas parce que c'est très riche en protéines, c'est une tradition culinaire et c'est un symbole de richesse. Parce que faire une viande, eh ben, ça veut dire qu'il faut avoir travaillé beaucoup plus, il faut avoir nourri une bestiole, puis ensuite la tuer, la dépouiller. Et donc, manger de la viande, c'est synonyme de réussite sociale. Donc, Hélas. on peut assez facilement donc remplacer la viande par, Mais bien sûr, mais évidemment. pour avoir les protéines. Et en plus de ça, si on compte la quantité de végétaux qu'il faut produire pour l'élevage de la viande que l'on mange, ça devient faramineux, là. Oui, il faut 3 protéines végétales. Certains me disent non, 4 ou 5. Bon, moi, je m'en reste à 3. Il faut 3 protéines végétales pour faire une protéine animale. C'est un gaspillage phénoménal. Gaspillage d'énergie phénoménal. Alors que si on consommait directement le végétal pour soi-même, ça Voilà. ferait une énorme différence. Oui. Un hectare de végétaux permet de nourrir beaucoup plus de monde qu'un hectare brouté par des vaches. Ben, merci, c'est quand même à réfléchir. Alors, il y a une petite chose, il y a peut-être d'autres questions, mais j'avais deux sujets dont je n'ai pas parlé encore dans les sujets chauds du moment. On a parlé réserve d'eau, je voulais vous parler glyphosate et OGM. Alors, OGM, j'ai parlé de plantes hybrides tout à l'heure. Mon père a commencé à faire du tournesol le jour où on a réussi à faire du tournesol hybride. Dans chaque plante, pour faire une graine, il y a toujours une partie mâle et une partie femelle dans une plante. Le maïs, par exemple, cas typique, plante très simple, vous avez l'épi sur une tige de maïs, vous avez l'épi qui est à peu près à mi-hauteur du maïs, c'est la partie femelle, là où les grains se développent, et vous avez tout en haut de la tige de maïs, la fleur mâle, le panicule, on appelle ça le panicule, c'est là qu'est le pollen, et au moment de la floraison du maïs, le pollen est largué par la fleur mâle et tombe 1 mètre plus bas sur la partie femelle de la plante, ça féconde les grains et c'est comme ça que l'on fait des grains. Vous avez peut-être entendu parler, donc tous les grains que l'on sème en maïs depuis très longtemps, ce sont des grains hybrides, c'est-à-dire qu'on croise 2 plantes. On croise une plante de maïs sur laquelle on va utiliser la partie femelle qu'on va récolter et une autre plante de maïs sur laquelle on ne va utiliser que la partie mâle, c'est-à-dire la fleur en haut. Donc, pour récolter des grains qui soient issus du croisement, au moment où le panicule mâle de la fleur de la plante sur laquelle on veut récupérer l'épi, au moment où ce panicule mâle arrive à sortir, on le coupe, ça s'appelle la castration du maïs, et donc cet épi ne pourra être fécondé que par l'autre rangée de maïs que l'on aura mis juste à côté. Et donc, on va ramasser des grains hybrides qui sont issus de 2 variétés différentes. Effet hétérosis, le grain qu'on récupère et qu'on sème, il va pousser beaucoup mieux que si c'était une lignée pure, c'est-à-dire un grain issu d'autofécondation. Donc ça, les hybrides en maïs, ça se fait depuis les années 20, c'est très très vieux. On a, pour le tournesol, faire de l'hybride est beaucoup plus difficile parce que les graines, la partie mâle de la partie femelle est beaucoup moins séparée. Tout est dans la grosse tête de la plante et il faut faire une pulvérisation de je ne sais plus trop quoi pour rendre certaines plantes mâles stériles, c'est-à-dire qu'on les empêche de faire du pollen de manière à pouvoir croiser 2 plantes. Et ça, on a réussi à le faire sur du tournesol dans les années 70. Et le grain qui est issu d'une lignée mâle et d'une lignée femelle différente a une vigueur bien plus importante. Et donc, on a développé la culture du tournesol de façon importante dans les années 80 en France. Colza, on le fait, alors je ne cultive pas de colza, mais on le fait un peu aussi, mais finalement, les hybrides apportent pas grand-chose de plus que les lignées pures. Ça a été testé et il se vend toujours des variétés hybrides, mais pas beaucoup plus.
Et pour le blé, encore moins. Alors le blé, c'était encore plus difficile à rendre, à séparer la partie mâle de la partie femelle pour éviter une autofécondation. Donc là, c'est vraiment un traitement chimique compliqué. On sait faire des grains hybrides en blé, mais ils sont intéressants, ils s'en cultivent que dans le nord de la France, là où il y a des très très hauts potentiels, là où on ramasse 12 tonnes de blé par hectare. Dans ma région, où on ramasse 6 ou 7 tonnes, les grains hybrides n'apportent strictement rien, sachant que la semence hybride est beaucoup plus chère. Et on ne peut pas faire sa semence soi-même. C'est forcément de la semence 100% achetée. Et donc, les firmes semencières, qui sont les géants de la chimie mondiaux, sont très contents de vendre des graines hybrides, mais manque de bol, ça ne rapporte pas grand-chose en blé. La semence de blé que je sème, c'est à 90% une partie de ma récolte de l'année d'avant que j'ai mis de côté, et je n'achète que 10% en gros de semences certifiées que je mettrai de côté, qui me permettra de faire la semence de l'année suivante. Donc ça, ce sont les hybrides. Autre façon de modifier les végétaux, ce sont les OGM. Donc hybride, on croise une plante mâle, une plante femelle. Les organismes génétiquement modifiés, première génération d'OGM, qui a 30 ans maintenant, qui est apparue sur le maïs. Et ben, dans une plante de maïs, je schématise, je ne suis pas du tout généticien, on prend un gène d'une autre plante qui n'a rien à voir avec le maïs, qui nous intéresse, par exemple une plante qui est résistante au glyphosate ou résistante à la pyrale, c'est un insecte, mais résistant au glyphosate, ça permettra d'aller sur le sujet suivant. Et cette plante qui est résistante au glyphosate, avec une seringue, on lui aspire un gène, et dans le maïs, on enlève un gène qui ne sert à rien, et on met un gène qui vient d'une autre plante qui permet au maïs de devenir résistant au glyphosate. Je schématise beaucoup, j'espère qu'il n'y a pas d'experts en génétique dans l'assemblée, là, mais bon, en gros, c'est un peu ça. Et donc, on se retrouve à avoir un maïs qui résiste au glyphosate. Le glyphosate étant un désherbant systémique, c'est-à-dire qu'il est absorbé par la plante et véhiculé jusqu'au bout des racines, systémique, non sélectif, il tue tout, ou à peu près tout. Si on rend un maïs résistant au glyphosate, waouh, c'est super. Du glyphosate sur les champs de maïs, toutes les mauvaises herbes sont tuées, sauf le maïs. Ça simplifie beaucoup la production du maïs. Et donc, première génération d'OGM, c'est ça. Sauf que génétiquement, dès l'instant où vous changez un gène, le maïs auquel on a changé un gène, c'est plus du maïs. Il paraît qu'entre nous et les chimpanzés, on a combien de patrimoine génétique identique si on change un gène de l'humain, c'est plus un humain. Du point de vue éthique, si on change un gène du maïs, c'est plus du maïs. Et chez nous, en Europe, on n'aime pas le maïs OGM. Il est interdit à la consommation humaine. On l'utilise pour nourrir certains animaux, on l'utilise pour des usages industriels. Si on fait du maïs pour récupérer l'amidon, pour faire des cols, du plastique, de la peinture, très bien. Mais pour faire de l'alimentation humaine et animale, niet, on ne cultive pas d'OGM en France, enfin pas en Europe. On se prive d'une certaine avancée technologique, mais bon, c'est pas grave, on peut s'en passer. Autre génération de plantes génétiquement modifiées, les nouveaux OGM, qui sont apparus il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ans maximum. Là, au lieu de prendre un gène étranger que l'on injecte dans la plante, c'est simplement sur la plante, pareil, les généticiens, vous passez sur quelques approximations. Dans la plante, on va atténuer l'effet de certains gènes et en favoriser d'autres. Les ciseaux moléculaires, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette appellation, on va couper certains gènes pour qu'ils n'influencent plus la plante et d'autres vont prendre la place et vont avoir plus d'influence dans le développement de la plante. Et donc, on va favoriser certains critères. Donc, voilà ce que l'on appelle les nouveaux OGM. Alors, est-ce que ce sont des OGM ou est-ce que ça n'en sont pas? Du point de vue strictement génétique, on a modifié le patrimoine génétique puisqu'on a favorisé certains développements de gènes, le développement de certains gènes. Donc, on a modifié les gènes selon la réglementation européenne, ce sont des OGM. Donc, en théorie, il faut les interdire complètement pour la consommation humaine puisqu'on l'a interdit déjà pour les autres OGM plus anciens il y a plus de 20 ans. Sauf que on ne met pas du tout de gènes étrangers dans la plante. Et se priver d'une amélioration génétique de la plante, les améliorations génétiques, c'est ce qu'on fait depuis des décennies, en croisant des plantes les unes avec les autres. Là, ça permet simplement de croiser plus vite, d'aller plus vite, de favoriser l'expression d'un gène d'une façon plus rapide. Et se passer de cette technologie-là, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, je trouve. Et il se trouve qu'une variété de blé
très cultivée chez les agriculteurs bio, donc une variété très rustique, qui résiste à des insectes, qui résiste beaucoup à des champignons surtout. C'est la variété Renan, qui est une variété de ces nouveaux OGM qu'on a mis au point il y a déjà pas mal d'années. Et c'est du bio. Bon, et les militants écologistes veulent que l'on considère ces nouveaux OGM comme des OGM et les interdire. Alors, c'est encore en discussion. Il y a des nouvelles lois en préparation au niveau européen, justement, pour ne pas mettre dans le même panier ces nouveaux OGM que les anciens. Ça me fait penser un peu à imaginer, il y a 20 ans, les voitures dégagent du CO2 et on se rend compte que la planète commence à se réchauffer. Donc, on interdit les voitures particulières. Plus de voitures, terminé, on n'a plus le droit de rouler en voiture. Quelques années plus tard, il y a des fabricants qui commencent à faire des voitures électriques. Ben, on peut rouler en voiture électrique, parce qu'une voiture électrique, ça n'émet pas de CO2 quand on roule. Ah, mais non, non, non. Il y a 10 ans, on a voté une loi interdisant les voitures, donc plus de voitures. Vous êtes sûr? Même la mienne qui n'émet pas. Non, les voitures sont interdites, pas de voitures. Bon, ben, cette guéguerre d'OGM me fait exactement penser à la même chose. Les nouveaux OGM, ils n'ont pas grand-chose à voir avec les anciens, mais dès l'instant où on a dit que les OGM étaient interdits, ben, pour l'instant, ils sont interdits. Donc là, il y a un vide juridique. Ils sont interdits, mais ils sont tolérés, on en cultive et j'en cultive. J'en cultive, je me fais du tournesol qui est issu de ces nouveaux OGM et du tournesol qu'on a fait pour qu'il résiste à certains désherbants. Certains désherbants très efficaces, donc ça permet d'en mettre des doses à l'hectare nettement plus faibles que le désherbant classique. Mais, alors je ne l'utilise pas toujours, ce désherbant, c'est des désherbants contre l'ambroisie. Vous avez peut-être entendu parler de l'ambroisie, il a une plante invasive qui a un pollen très allergisant. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'ambroisie, et bien, si on n'a pas ce désherbant qui est efficace sur l'ambroisie et que le tournesol peut supporter, ben on ne fait plus de tournesol. Et si on ne fait plus de tournesol en France, eh ben, on va consommer de l'huile de palme, qui nous, des fois, reste un peu plus l'Indonésie. Bon, voilà ce que je voulais vous dire sur ces nouveaux OGM. Des questions, des remarques? Non? Bon, très bien. Ça va me permettre d'abréger en parlant plus que du glyphosate et après j'aurai terminé. Vous entendez parler beaucoup du glyphosate en ce moment comme étant, oh là là, le diable en personne qui nous empoisonne. Le glyphosate est très mauvais. On a fait faire pipi à plein de gens, on a analysé leur urine. Waouh, il y avait du glyphosate dans 98% des urines analysées. Le glyphosate, on le retrouve, c'est vrai. Ben, pourquoi on le retrouve? On le retrouve parce que c'est un produit efficace et qui n'est pas trop cher à fabriquer. La molécule est tombée dans le domaine public depuis longtemps, donc il y a plusieurs fabricants dans le monde. Et donc, c'est un produit qui est très intéressant parce qu'il est efficace et pas très cher. Alors, si on l'utilise beaucoup, ben forcément, si on le cherche, on le trouve. Comme plein d'autres choses, hein, comme les antibiotiques, comme les pilules contraceptives, là, toutes ces hormones, on analyse les eaux des stations d'épuration, mais il y en a en pagaille, une pagaille phénoménale. On retrouve du glyphosate, tout comme on retrouve tout un tas d'autres molécules chimiques. On est capable de trouver n'importe quoi maintenant. On est capable d'analyser des teneurs tellement faibles qu'on trouve ce qu'on veut. Dans des carottes de glace dans le Groenland, à 1000 mètres de profondeur, on trouve des poussières d'argent qui sont issues de mines d'argent au sud de l'Espagne, quand on a battu une pièce pour célébrer Hannibal qui avait traversé les Pyrénées, je ne sais plus quoi, avec ses éléphants, c'était il y a 1500 ou 1800 ans. Donc les fumées des fours qui faisaient de l'argent dans le sud de l'Espagne, on les retrouve dans des carottes de glace. Alors, je ne vous dis pas la faible concentration, hein, mais on arrive à le trouver. Donc, du glyphosate ou n'importe quoi d'autre, votre shampoing, votre savon, si on cherche, on le trouve. Le glyphosate, on ne l'aime pas en France, parce qu'on en trouve un peu, mais surtout, on ne l'aime pas parce qu'il a été inventé par Monsanto. Et Monsanto, c'est aussi le créateur des OGM. Ah, OGM, mais c'est le diable en personne. Comme on cherche tous les moyens possibles et imaginables de taper sur Monsanto, Monsanto a inventé le glyphosate, donc on tape sur le glyphosate. Et puis surtout, le glyphosate, il est peut-être cancérigène. Jusqu'à maintenant, il était non classé. Et puis finalement, peut-être que Monsanto a menti il y a 40 ans quand il a été homologué comme étant un produit vraiment pas toxique. Je ne sais pas si vous vous souvenez des publicités à la télévision. Médor va enterrer son os dans le jardin, là où monsieur a pulvérisé du glyphosate. Ah, si Médor y met son os, c'est que vraiment le glyphosate, c'est inoffensif. Hein. Bon, le glyphosate est peut-être cancérigène suspecté. Donc, oulala, il faut l'interdire. Mon Dieu, il est peut-être cancérigène. Dans les produits chimiques qu'on utilise en agriculture, il y a un tiers
à peu près des produits qui sont CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ils ont été homologués comme ça. On les a mis sur le marché et on les a homologués en sachant qu'ils étaient ou cancérigènes, ou mutagènes, ou toxiques pour la reproduction. Donc, qu'est-ce qui se passe chez moi? J'ai dans ma cabane à produits, j'ai une étagère de produits non CMR, une étagère de produits CMR. Ils sont séparés, normes anti-feu pour les pompiers, etc. Si le glyphosate est cancérigène, quel est le problème? Il suffit de le changer d'étagère, et puis ça y est, le problème est réglé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser à tort et à travers, évidemment, et certainement qu'on en utilise trop. Et il y a des réglementations qui limitent la quantité à hectare, qui interdisent l'usage, par exemple, sur les terres qui sont labourées. Donc, partout où vous voyez des champs labourés, en France, en Europe, le glyphosate est interdit. Le glyphosate, c'est fait pour tuer les mauvaises herbes. Si on laboure, ça enfouit les mauvaises herbes, on n'a pas besoin d'utiliser le glyphosate. Donc, j'en utilise un peu, pas beaucoup. 2022, zéro. J'ai utilisé zéro glyphosate. Le printemps a été sec par moment, j'ai pu bien nettoyer les champs juste avec un travail mécanique, et donc je n'ai pas du tout utilisé de glyphosate. 2023, je pense que je vais en utiliser un peu avant le semis de certaines cultures de printemps, parce que j'ai certains champs qui sont très sales en régras, et comme je ne laboure plus depuis 7 ou 8 ans, travail superficiel du sol uniquement, pour économiser du carburant, bon, ben hélas, de temps en temps, je dois utiliser du glyphosate. Mais gardez bien à l'esprit que le glyphosate, il n'est surtout pas plus méchant qu'un autre produit, il est juste à l'origine fabriqué par Monsanto, c'est pour ça qu'on cherche à lui taper dessus. Et se priver de glyphosate, un peu comme se priver des OGM de deuxième génération, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Il y a tellement d'autres progrès à faire pour économiser et moins dépenser l'ensemble des produits chimiques, vaut mieux garder le glyphosate en roue de secours et se pencher sur l'ensemble du problème plutôt que de se focaliser sur un seul. Bon, ben voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis ouvert à vos remarques, vos questions, vos revendications. Merci beaucoup, Antoine. C'était très intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement et puis vous pourrez éventuellement poser vos questions ensuite. Attends, arrêter l'enregistrement.